Alors, nous allons poursuivre cette matinée polar avec une sélection. Voilà, une sélection qui se veut absolument pas exhaustive, mais qui est une pérégrination dans toutes ces nombreuses sorties polars, en espérant, vous donner des envies de lecture et pouvoir échanger effectivement ensemble sur cette année de polar qui vient de s'écouler. Alors, cette année à partir de l'année dernière, puisque nous étions déjà là effectivement l'année dernière, et la poursuite de cette exploration de ce formidable monde du polar qui n'en finit pas de rebondir. L'impression, je ne sais pas si tu as la même que moi, c'est que on a plutôt une bonne saison, voire une très bonne saison. Moi, j'ai enchaîné beaucoup de coups de cœur ces derniers temps, ce qui ne m'était pas arrivé depuis quelques années. Sur ça, l'année dernière, on avait une bonne année, mais qui n'a pas été non plus extrêmement dense en termes de polar. Alors, Jean-Baptiste comme moi, on n'a pas de spécialité BD, en fait. On lit énormément de BD, de polar. On a... Ah, ça part mal. Donc, on lit énormément de polars parce qu'effectivement, en tant que libraire, on vend beaucoup de polars, on nous demande beaucoup de polars. C'est un genre qui s'est démocratisé, notamment grâce aux grands appels, le Pierre Lemaître, etc., et qui a fait que c'est devenu aujourd'hui extrêmement commun de conseiller, de vendre un polar à des gens qui ne viennent pas obligatoirement pour des polars, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça, sur ça. Et donc aujourd'hui, on est effectivement avec énormément de choses, ça part dans tous les sens, et en même temps, c'est avec un grand plaisir qu'on plonge dans cet univers. Alors démarrons cette matinée poésie, donc vous avez compris. On va fêter les anniversaires pour commencer, bien entendu, les cadeaux d'anniversaire. Alors pour commencer, Gallmeister, le 3e tome de Chris Offutt, La loi des collines. Alors je ne sais pas si vous avez lu et découvert les 2 premiers. Celui-ci se lit indépendamment, bien évidemment. Ça prend tout son sens d'avoir lu les 2 précédents auparavant, tout de même. Et on va retrouver son personnage de Mick Hardin, qui est un militaire qui a vu des choses vraiment pas très gaies dans sa vie, plusieurs conflits armés. Et il revient dans ses Appalaches, Kentucky exactement, logiquement pour dire au revoir à sa sœur, logiquement pour partir très tranquillement à la retraite, et il veut venir en Corse pour vivre une retraite paisible, mais comme dans Scooby-Doo, il y a toujours quelque chose qui se passe. En Corse aussi d'ailleurs, peut-être, oui. Et Mick va être repris, sachant que sa sœur a été renouvelée à son poste de shérif, une nouvelle enquête, et on est reparti sur les traces de Mick. Alors là, la différence, on va dire, c'est qu'on a quelque chose d'encore plus, et c'est ce qui est très beau avec Chris Offutt, c'est qu'on est encore plus sur ce personnage qui sait également qu'il va être déraciné de sa terre, donc il y a cet enracinement vraiment dans ces montagnes, dans ces lieux magnifiques, les Appalaches, c'est Ron Rash également, et Mick a du mal à partir, et il va mener son enquête avec toujours cette réflexion sur son départ prochain. L'enquête, bien évidemment, là-bas, on ne se fait pas trop de bisous, c'est plutôt l'arme à feu, c'est pas très tendre, c'est des combats de coq, et puis combat de coq, il va mener l'enquête. Il y avait un premier cadavre, il y a un deuxième cadavre, je ne vais pas vous en dire plus là-dessus, mais de nouveau, ça marche très bien, et il y a vraiment une émotion. Très sincèrement, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment quitté Mick. J'ai l'impression qu'il va y avoir encore autre chose. J'ai oublié de demander à Oliver tout à l'heure, mais j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter comme ça. Donc vraiment à découvrir toute la série. Et pour ceux qui ne connaissent pas Chris Offutt, c'est vraiment un auteur emblématique de Gallmeister, c'est-à-dire que même s'il ne vient pas de là, où il était chez Gallimard au tout début de sa carrière, son premier livre, qui est un magnifique recueil de nouvelles qui s'appelle Kentucky Straight, est un bijou qui a été réédité par Gallmeister en totem. Voilà, c'est vraiment un auteur d'Oliver, c'est-à-dire c'est l'ancrage américain, ce truc qu'on aime bien des grands paysages, ça, et là effectivement avec cette série-là, ça se teinte de roman noir. Alors, autre anniversaire, forcément la série noire de Gallimard. Alors, l'année dernière, dans le panorama, j'avais évoqué le premier roman de Marto Pariente qui s'appelait La sagesse de l'idiot, qui était très sympa. C'était très sympa, c'était un peu n'importe quoi, mais c'est dans le n'importe quoi que c'était vraiment très sympa. Et avec ce flic un peu retardé, qui en plus s'évanouissait dès qu'il voyait du sang, qui avait une sœur qui trafiquait de la drogue, enfin bon, voilà. Mais bon, voilà. Et il sort ce deuxième. Et bon, je me dis, voilà, pourquoi pas. Donc, il n'y a absolument aucun lien avec le précédent. Et là, et on en discutait justement avec Stéphanie sur la route, c'est le truc du second roman qui, soudain, explose le premier. C'est-à-dire que sur une base qui est similaire, le fin fond de l'Espagne, avec une brochette de dégénérés comme il y a longtemps que vous n'avez pas lu, tout est mieux. L'histoire est mieux construite.
Les personnages sont mieux dessinés, le rythme est remarquable et on se fait totalement bananer. Et j'ai commencé ce livre qui nous emmène donc à Balanegra, qui est le nom du bled dans lequel se passe le début du livre. On y découvre un vieux fossoyeur qui passe ses journées à chasser et à ne surtout pas tuer d'animaux parce que, ça marche plus très bien la chasse, et deux, le peu de fois où il tombe sur des animaux, espèce de sentiment de culpabilité qui fait qu'il n'a pas toujours envie d'appuyer sur la gâchette. Bon, et on découvre que ce vieux monsieur qui a avec lui son neveu, Marco, qui est lui aussi visiblement un peu comme le flic du premier, retardé. On ne sait pas trop ce qu'il a, mais bon, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et dont il s'occupe puisque son frère est mort, donc le père de Marco est mort des années auparavant, on ne sait pas trop pourquoi. On découvre dans cette scène inaugurale que ce type a été un terrible tueur à gages, donc il y a un passé très 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 lourd derrière tout ça, et on va lui demander, c'est son boulot, il est fossoyeur, d'enterrer un type, alors pas n'importe qui, le rejeton d'une famille qui domine le marché de la charcuterie en Espagne, ce qui est à mon avis pas rien, et qui avait plein de casseroles affreuses derrière. On pense qu'il était pédophile, enfin un truc ignoble qu'on a retrouvé mort dans un accident et on l'enterre là. Bon, tout ça, notre héros, Canviaro, ne sait absolument pas ce que c'est. On lui dit simplement, ce type-là, il faut l'enterrer. Tu l'enterres, par contre, il va y avoir beaucoup de beau monde, donc essaye de te saper. Enfin, pareil avec Mario, essaye de lui mettre un truc. Bon, ça va être un enterrement un petit peu différent. Et effectivement, l'enterrement se passe avec ces gens un petit peu bizarres, et c'est le début des embrouilles qui commencent. Et voilà, et c'est parti. Vraiment, j'ai commencé, on retrouve l'esprit du premier, et je me suis dit, ok, bon, il nous refait le même machin. Mais alors, en très très peu de pages, vous êtes verrouillé. C'est un livre qui est assez bref, il fait un peu moins de 200 pages. Il fait un peu moins de 200 pages, ce qui pourrait être un défaut. Quand j'ai vu la taille du truc, je me suis dit, bon, c'est quand même pas foulé. Et en fait, c'est exactement la bonne taille. C'est-à-dire que les chapitres font 2-3 pages. Très rapidement, vous avez un champ de mine dans chaque chapitre qui vous fait exploser. Et les personnages sont dingues. Tout le monde vire, mais ils sont tous plus affreux les uns que les autres. C'est tellement drôle. En fait, sur ça, tout le monde... Alors, vous savez, c'est le jeu de domino. C'est-à-dire chacun fait son truc dans son coin. Mais forcément, à chaque fois, ça déclenche des catastrophes de l'autre côté. Tout le monde sort des fusils, tout le monde se tire dessus. Vraiment, c'est un vrai bonheur de lecture à découvrir de toute urgence. Eh bien, après ça, c'est compliqué. Après la charcuterie espagnole. Dolores Redondo Mera, ça tombe bien. Espagnol, c'est bien préparé quand même. On parlait tout à l'heure avec Stéphanie de cette fidélité aux auteurs et de créer ses racines. Avec Dolores Redondo, je crois qu'on y est vraiment. C'est un nouveau roman qui s'appelle En attendant le déluge. Ça va se passer au tout début à Glasgow, où en 68-69, il y a un tueur qui va assassiner plusieurs jeunes femmes, 3 en sortie de discothèque. Et un homme, un enquêteur qui s'appelle Noah, qui n'aura de cesse que de vouloir découvrir qui est cet assassin qui disparaît. 20 ans plus tard, il est sur le point de l'arrêter. Et il y a de nouveau ce qu'aime Dolores Redondo. Alors là, on est sous fond de lutte guerrière. On est revenu en Espagne, guerre civile, il y a l'ETA. Il y a tous ces mouvements qui donnent une vision bien noire de l'Espagne et qui mènent un trouble en permanence. On ne sait jamais ce qui peut se passer à chaque page. Et comme habituellement avec Dolores Redondo, et moi c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement, c'est qu'il y a un événement climatique exceptionnel. On avait déjà ça dans le précédent, la face nord du cœur, face cachée, la face nord du cœur, il me semble, ou quelque chose comme ça. Il y a des inondations énormes à Bilbao. Et ce qui est intéressant, c'est que Dolores Redondo a vécu ces inondations quand elle était jeune, et elle va mêler un petit peu ses souvenirs personnels à cette enquête. Alors, comme d'habitude, c'est une enquête... sans dire qu'il y a un petit peu parfois des incohérences. En tout cas, il faut suivre. C'est pour faire avancer l'énigme, en tout cas. Mais par contre, tout ce côté-là de ce qu'elle peut amener à titre personnel sur la vie à l'époque, à Bilbao, toute cette violence au quotidien, ça peut saisir à n'importe quel moment une explosion de voiture, plus l'événement climatique, ça amène vraiment un théâtre pour un polar absolument remarquable. C'est de nouveau Dolores Redondo. Alors là, la différence, c'est que c'est 500 pages, un peu plus de 500 pages, comme les précédents.
faut y aller tranquillement et se laisser emporter par la vague. Alors, pour ceux qui n'auraient pas lu Dolores Redondo, c'est une auteure immense en Espagne. C'est Fred Vargas, grosso modo, c'est-à-dire une immense auteure de polar qui a touché un public beaucoup plus large que le public de polar. Et comme dans l'univers de Fred Vargas, il y a des choses un petit peu bizarres. Il y a du polar, il y a de l'humain, des personnages extrêmement attachants, et en plus, il y a toujours un liseré non fantastique, mais quand même pas si loin que ça, ce qu'on retrouve effectivement chez Fred Vargas. Pour vous dire à quel point, moi j'ai eu la chance de rencontrer Dolores Redondo lors de l'apparition d'un de ses premiers romans dans la trilogie de Bastan, qui est c'est en folio, c'est remarquable. Les trois tomes sont absolument remarquables. Et c'est une trilogie qui se passe dans un village, et dans ce village, il y a une biscuiterie. Et donc, on est allé au village et on est allé visiter la biscuiterie. Si c'était que la biscuiterie, elle a été construite après. C'est-à-dire que le livre a tellement marché que le village, à force que les gens arrivent en disant « mais elle est où la biscuiterie ?» Ils l'ont construit après. C'est vous dire, voilà, Dolores Redondo, c'est vraiment un auteur à découvrir de toute urgence, un des grands auteurs de la série noire d'aujourd'hui. Garde la parole, va. Non ? C'est toi ? Non ? Alors, ce qu'on a appelé confirmation, donc 4 auteurs qui, chacun à leur manière, soit vous connaissez, mais en tout cas qui ont monté leur jeu d'un cran. Alors, on va commencer avec Benjamin Dierstein et Bleu, Blanc, Rouge au pluriel aux éditions Flammarion. Alors, on est un peu tôt, on est début avril, mais autant dire qu'à la couronne du polar de l'année, Bleu, Blanc, Rouge, il est quand même très, 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 très bien placé. Il y a très longtemps que je n'avais pas lu un polar, d'abord un polar français qui était aussi impressionnant. Et il y a longtemps tout court, je n'avais pas lu un polar qui m'avait emmené comme ça. Alors, on peut commencer juste par le négatif. Le négatif, c'est que effectivement, il y a une digestion relativement lente de beaucoup de trucs d'Elroy. Des trucs graphiques, en fait, l'utilisation de la presse, etc., que si vous lisez Elroy, notamment la fameuse trilogie d'American Tabloid, on avait déjà vu. Seulement, ce qui fait tiquer en ouverture du livre en disant « bon, ok, d'accord, mais ça, je l'ai déjà lu », en fait, très vite, on est totalement chopé par ce livre. Un livre qui fait 800 pages et que, en fait, on ne lâche pas. En fait. Alors, on part en 70... En fait, vous voulez, le résumé court, c'est simple. Vous imaginez le Scorsese, alors Scorsese des Affranchis, Scorsese de Casino, qui vous raconte la chute de Giscard. Voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire de Dierstein. 800 pages où on va avoir une brochette, là encore, d'affreux absolument délicieux, où tout le monde va se mettre dessus. Et derrière tout ça, on va avoir Giscard, Delon, Bokassa, Mesrine, enfin bon, tout est là. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est que c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Vautier. Vautier, c'est un mercenaire qui revient d'Afrique. Il a été responsable de la garde rapprochée de Bokassa, notamment. Et il rentre à Paris parce que les frères Zemmour, avec un seul M, qui dominent le milieu parisien de l'époque, tout ça est vrai, l'ont appelé au secours parce que un des frères Zemmour a fini en tôle, et l'autre se sent un peu menacé par les autres gangsters du coin. Et il demande à Vautier de venir faire le ménage. Parallèlement à ça, on va suivre 2 jeunes flics qui sortent de l'école de la police. La première va intégrer les RG. Le second va intégrer l'anti-gang de Broussard. Vous voyez, des noms comme ça qui tombent à Broussard. Bon, il y avait 1000 ans que je n'avais pas lu un truc avec marqué Broussard dans le truc. Sur ça. Et un flic qui a été traumatisé par mai 68 et qui est un peu comme ça végétant. Donc, on va suivre les 4 destins. Tout le monde va forcément s'entrecroiser. C'est mené tambour battant. Et la grande force du livre de Benjamin Dierstein, c'est que contrairement à beaucoup de livres où on se sert de personnages pour vous raconter une époque, là, en fait, l'époque sert à raconter les personnages. C'est-à-dire que malgré l'avalanche de dossiers, comme je vous disais, Delon, Bokassa, Mesrine, Valéry Giscard d'Estaing, et je peux vous garantir que vous ne regarderez plus Valéry Giscard d'Estaing de la même manière une fois que vous allez avoir fini Bleu, Blanc, Rouge. Et non, c'est quand même un sacré personnage. Enfin, en tout cas, si ce qu'il dit est vrai. On est loin de l'accordéon. On est très très loin là. On est beaucoup plus proche du gros fusil. Mais voilà, c'est un livre absolument éblouissant qui renvoie effectivement les grands Américains comme Winslow, Elroy, et ça fait extrêmement plaisir à lire. Alors, 1, c'est 800 pages. 2, c'est un petit peu viril, on va dire ça comme ça. 3, c'est une trilogie. Bon, voilà. Le tome 2 doit sortir fin août. Tout est écrit. Et le tome 3 en début d'année prochaine. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup de soucis, mais allez-y, vous ne pourrez pas lâcher Bleu, Blanc, Rouge. Et juste un mot sur Dierstein, lisez également ses précédents, parce que c'est un auteur d'une ambition
positive, hein, absolument remarquable. Et c'est vrai que quand tu dis qu'on ne lit pas grand-chose, surtout d'auteurs français de cette manière-là, là c'est le cas vraiment. Et je m'étais étonné sur les précédents de ce qu'ils pouvaient balancer sur le monde politique, par exemple. Et un journaliste m'avait répondu que tout simplement il avait encore pire sous la main. Et donc bien entendu les avocats en face ne disaient rien, parce que si ils venaient empêcher la parution du livre ou certains passages, eh ben, ils pouvaient déballer encore autre chose. Et c'était vraiment impressionnant déjà pourtant, hein. Le retour d'Attica Locke, pardon, il est long le chemin du retour, c'est le cas de le dire. Pareil, là on est sur des auteurs qu'on commence à bien connaître, avec des personnages récurrents. Là, on a un Rangers. Alors, aux États-Unis, le Ranger, c'est ce qu'il y a de plus haut, hein, c'est un surhomme, sauf quand ce surhomme est noir. Là, c'est beaucoup moins un surhomme pour une partie de la population. Et donc, on l'envoie toujours, cet homme qui est quand même marqué par la vie, hein, qui a vécu des choses assez difficiles. On l'envoie toujours sur des affaires dont personne ne veut, des choses un petit peu merdeuses, on va dire, tout simplement. Là, ce coup-ci, c'est sa mère qui l'appelle. Sa mère qui est une femme qu'il ne voit pas, qu'il ne veut plus voir. Il finit par la rencontrer quand même, et elle lui parle de la disparition d'une jeune femme, et il lui dit écoute, je pense qu'il se passe quelque chose, c'est pas normal que cette jeune femme disparaisse, c'est encore et probablement en raison de discrimination raciale, mène l'enquête. Il va mener l'enquête, et bien entendu, une nouvelle fois avec Attica Locke, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, on va avoir le cœur de l'Amérique. Un cœur qui bat à droite, qui bat très à droite et qui bat très mal, et qui va vraiment mettre en scène ce qu'on peut vivre actuellement, je pense, en tout cas ce qui est vu. Et Attica Locke n'hésite pas. Là, elle fait un livre encore plus politique que les précédents. Elle est courageuse, elle est très forte, hein, sur la narration, sur la façon de mener l'enquête, mais en tout cas, politiquement parlant, elle va très très loin en citant vraiment, un peu comme dire Stan auparavant, hein, elle fait le roman aussi de personnages grâce à l'époque, comme pouvait le dire Stan, et c'est exactement ça. Lisez Attica Locke, faites-la découvrir. C'est encore une jeune autrice, hein, elle a une petite quarantaine d'années, je crois. Elle en est qu'au début de sa carrière d'autrice, et je trouve que ça monte, en tout cas, je pense qu'elle prend confiance au fur et à mesure de son talent pour pouvoir peu à peu aller sur des thèmes qui sont quand même c'est de la vase, quoi, là où elle va, hein. Donc, et découvrez ce Rangers qui est brisé par la vie, mais c'est un personnage qu'on a envie vraiment, qui est attachant, qu'on a envie d'aimer. Il picole un petit peu trop, mais vous comprendrez pourquoi. Alors, on va prendre la direction de l'Asie et plus particulièrement du Japon. Alors, je pense que certains d'entre vous ont déjà lu Keigo Higashino, qui a publié de nombreux romans policiers chez Actes Sud, qui est une superstar au Japon, qui a énormément de titres, hein. On en a beaucoup en France, mais et au Japon, je ne sais plus combien de dizaines de polars il a écrit. Et que, bon, mon corps d'enfant, j'ai découvert avec Le Fil de l'Espoir qui vient de sortir. Je sors de Bleu, Blanc, Rouge, autant vous dire que j'étais un petit peu essoré par l'affaire. J'enchaîne avec Keigo Higashino, et alors là, le calme plat. C'est japonais, quoi. C'est un truc. Voilà. Alors, la couverture, qui est plutôt très jolie, rend assez peu justice au livre. Parce que, je sais pas, moi, je trouvais que ça avait un truc un peu urbain, futuriste, machin. Pas du tout, hein. Pas du tout. Alors, on va partir donc au Japon et on va découvrir une famille qui, au moment où le livre commence, perd ses 2 enfants dans un tremblement de terre. Une histoire affreuse, puis alors un poids de responsabilité, ils étaient partis chez la grand-mère, le père il voulait pas, enfin bon, et puis il y a le tremblement de terre et il meurt dans le tremblement de terre sur ça, ce qui laisse forcément les 2 parents totalement désemparés, et alors que l'intro se termine, ils décident d'essayer de refaire un enfant. Ok, on dit bon, c'est parti. On tourne la page, on se retrouve à Tokyo, et là on vient de retrouver une dame qui tenait un petit café dans un quartier où tout le monde visiblement adorait cette dame. Alors peut-être pas tout le monde exactement, puisqu'on l'a retrouvée morte et poignardée, mais c'était espèce de havre de paix visiblement du quartier, et personne ne comprend ce qui s'est passé. Alors on est au Japon, donc dans un pays avec un taux de criminalité qui est extrêmement bas. Et donc la police, ça n'a pas du tout... on est très très loin de la police américaine, par exemple, hein. Donc ça se met en place. Il y a différents pôles et on va suivre un type qui fait partie du pôle d'enquête, qui n'est pas
le chef, hein, et qui est chargé tout simplement de questionner les gens autour pour essayer et de voir un peu ce qui s'est passé, et de dresser un portrait de cette femme qu'on ne connaît pas. Voilà. Et donc commencent les aventures de Mitsamaya, qui est chargé d'aller quêter ça. Et bien évidemment, progressivement, un fil, un autre, on va commencer à dessiner le portrait de ce qui a pu se passer. Vous allez avoir donc l'histoire, l'introduction n'est évidemment pas là par hasard. Vous avez l'histoire de cette femme et vous allez avoir l'histoire de Mitsamaya, qui a effectivement lui aussi des ombres dans le passé qui visiblement ressortent. Et vous avez ce polar qui est d'un calme, mais du début à la fin, et en même temps, on ne peut pas le lâcher. Je ne sais pas comment il fait Gashino, c'est un miracle, il n'y a pas une course-poursuite. Il n'y a pas un coup où on se dit « Oh mon sang !» C'est une espèce de petite mécanique, mais qui est absolument charmante. Moi, j'étais totalement bouleversé et ému par un livre. Alors, je sais qu'au départ, un polar, on dit rarement, moi j'ai été ému par James Ellroy. Non, c'est pas vraiment l'idée. Voilà. Ben là, par contre, j'ai terminé le livre. Vous avez la larme à l'œil. Les personnages sont magnifiques. L'histoire, alors c'est des histoires de famille qui s'imbriquent. C'est très très beau. Et en même temps, sous son aspect un petit peu nonchalant, c'est inarrêtable en fait. Donc lisez Keigo Higashino. Eh bien, écoutez, moi, ça va être très très moche. Carlo Lucarelli, L'Iguane. Carlo Lucarelli, alors c'est un auteur né en 60, 27 bouquins. Je vous conseille, alors du polar, mais je vous conseille quand même en 2008, il a fait un bouquin historique qui s'appelle La 8e vibration, absolument remarquable. Ça se passe à Bologne. Alors un peu comme l'un des précédents que je vous ai présenté, L'Iguane, qui donne son nom à ce livre, c'est un tueur qu'on avait déjà rencontré 20 ans plus tôt dans un des premiers romans de Lucarelli, Almost Blue. Et là, donc, il le fait revivre. On pensait qu'il avait disparu. On pensait que c'était absolument terminé de cet assassin. Mais non, pas du tout. Et il revient à un moment terrible, puisqu'il s'échappe en fait de l'hôpital psychiatrique. Il avait disparu, arrêté, et puis en hôpital psychiatrique. Il disparaît. Il s'évade. Et il s'évade au moment où l'enquêtrice qui l'avait arrêté est à la maternité, donne naissance à des jumeaux ou des jumelles, je ne sais plus, et elle va être sortie de la salle d'accouchement manu militari pour la mettre à l'abri. Formidable moment de famille, hein, de rencontre avec ses nouveaux, avec ses petits bébés. Et bien entendu, elle va remener l'enquête. Alors, Carlo Lucarelli, c'est... là, par contre, il se passe pas mal de choses. Et là, par contre, c'est pas calme. Les personnages sont d'une noirceur absolument totale. Et Lucarelli fait cela avec un ton distant, c'est-à-dire qu'il ne va pas juger la violence, il ne va pas juger la moralité des uns et des autres. Il va juste rendre compte des éléments qui, peu à peu, s'imposent à la narration et s'imposent à lui aussi, l'auteur. Il va juste rendre compte de cela. Et c'est absolument terrible. Voilà, c'est un livre assez effroyable et il est très fort, Lucarelli, c'est son 20e quand même. Donc au niveau construction, au niveau rythme, au niveau description, c'est du très haut niveau. Donc ça s'appelle L'Iguane chez Métellier. Et On va enchaîner avec les découvertes. C'est le très beau début d'année des éditions Sonatine. Oui, alors c'est vrai que l'année dernière, on avait commencé, ou il y a 2 ans, à vous en parler du entre guillemets renouveau Sonatine. On se souvient tous qu'il y a peut-être 20 ans en arrière ou 15 ans, on prenait un livre directement et les yeux fermés. Et puis ça s'est un petit peu changé. Et puis désormais, on revient à du très haut niveau. Ça, c'est un livre à paraître au mois de mai. C'est Jacques Clark. Ça s'appelle Taxi de nuit. Je vous en parle très rapidement. Alors, sans dire que c'est son histoire à lui, en tout cas, Jacques Clark est taxi. Et il va nous conter la vie à Chicago la nuit. Alors c'est pareil, on se prend dans ce quotidien dès la première page. Dès la première ligne, on est avec lui dans le taxi, il raconte qui il ramasse, comment il sait que telle personne, va pas falloir le prendre parce que c'est peut-être quelqu'un de dangereux. On est dans Chicago la nuit, c'est terrible, c'est un théâtre d'ombre et de violence. Faut vraiment faire attention. Et lui, c'est un vieux de la vieille, il se prénomme Eddie. Et bien sûr, il y a un meurtrier qui va sévir et qui va tuer des chauffeurs de taxi. Voilà, je vous la fais courte. C'est un livre qui est d'autant plus court, je ne sais plus, c'est une centaine de pages, ou un peu plus peut-être, 200 pages, mais parce que c'est tellement prenant, on est tellement dans le quotidien qu'on ne le lâche absolument pas. Pareil, c'est des chapitres assez courts. Et puis peu à peu, on est avec Eddie dans le taxi. C'est-à-dire qu'on se dit non mais le prends pas, et on a le trouble de se dire est-ce qu'il va prendre, il va pas prendre un criminel,
comment il va s'en sortir. Et on a le monde de la nuit. Et moi, j'ai trouvé ça absolument remarquable. Alors, comme l'éditeur le présente, c'est un taxi driver à Chicago. Voilà, bon, pourquoi pas. Mais Jacques Clark. Taxi de nuit, guettez ça, c'est début mai, je crois. Gabriel Massa, Gracier la Bête aux éditions du Masque. Alors, gros coup de cœur. Alors déjà, bon, il y a un titre magnifique, Gracier la Bête. C'est un auteur qui nous a habitués à ça. C'est son 3e, si je me souviens bien. Le premier, c'était Le goût du rouge à lèvres de ma mère. Donc c'était déjà un titre un petit peu étonnant et assez intriguant. Alors, Gracier la Bête, c'est un roman qui va nous emmener au fin fond du territoire. Je ne sais plus exactement dans quelle région c'est, mais on est vraiment au fin fond de la campagne. Et au fond d'une forêt, dans cette forêt, il y a une baraque qui sert à l'aide sociale. Alors, on est dans l'extrémité, puisque en fait, c'est non pas c'est un institut qui est plus ou moins reconnu, mais bon, qui sert surtout de dépotoir aux gamins qu'on ne sait absolument pas maîtriser, qu'on ne sait pas quoi faire dans les autres institutions. Et comme à mon avis, dans beaucoup d'endroits de l'aide sociale aujourd'hui, les gens qui orchestrent ça sont totalement débordés. C'est affreux, donc c'est des grands enfants, on est sur des ados, on est sur une tranche de 14-18, et donc ils sont tous avec des parcours de vie absolument effroyables, qui sont tous relativement violents, et dans cet univers, on va découvrir un type qui est là, qui s'appelle Till, qui est... qui est un des types qui essaye de faire de son mieux pour faire en sorte que ces gamins aillent un peu moins mal. Et il est débordé, il enchaîne, là, il en est à des heures et des heures et des heures. Et au moment où le roman commence, en fait, il y a eu un drame, c'est-à-dire qu'une gamine qui est une des plus dures qu'il a eu à faire est sortie, elle est rentrée beaucoup trop tard, elle s'est engueulée avec Till. Till a manqué de lui taper dessus. Et ça s'est monté très très loin. Il était tout seul alors qu'il ne devait pas être tout seul. Et il ne devait pas être là tout court, il devait rentrer chez lui, mais la personne qui devait le remplacer n'est pas venue. Il manque de taper dessus, la gamine s'enfuit. Et alors qu'ils vont lui courir après, on retrouve cette gamine très très amochée pas dans un caniveau, mais dans un fossé, tout simplement. Et elle a été percutée visiblement par une voiture. Donc Till est absolument bouleversé par cette scène. Il s'en veut énormément. La gamine est emmenée aux urgences dans un état très très critique. Mais dans les affaires de cette gamine, il va retrouver un mot de la mère de cette gamine qui lui donnait rendez-vous et qui lui a donné rendez-vous à ce moment-là. Or, la mère de cette fille est censée être morte depuis des années. Et c'est pour ça que la gamine a été placée là. Et c'est visiblement pour ça qu'elle n'allait pas du tout. En fait, qu'elle ne s'était jamais remise d'avoir été abandonnée par sa mère alors qu'elle avait une dizaine d'années sur ça. Et donc, Till décide de mener l'enquête. Voilà, c'est parti. Alors, vous l'aurez compris, on n'est pas sur un polar classique, on est sur un roman noir, mais assez tendu, avec des personnages qui sont très durs, mais qui sont très durs parce qu'on est dans des situations dures, en fait. Il n'y a aucune violence au sens graphique du terme. On est vraiment sur la violence des êtres, sur ces gens qui se rentrent les uns dans les autres, qui ne se comprennent pas. On plonge dans cet univers affreux de ce service qui est au bout du rouleau, qui n'a pas d'argent, mais en même temps... s'ils sont pas là, on en fait quoi de ces gamins? On les fout dans la forêt? Enfin bon, sur ça. Et il y a un vrai suspense, c'est une histoire à tiroir. Alors, Gabriel Massa a une vraie plume, un vrai style qui est très très fort. Elle est au Masque. On peut penser que peut-être un destin à la Sandrine Colette peut commencer à se dessiner pour Gabriel Massa, avec ce côté, je prends le meilleur du polar et progressivement, je vais me diriger vers autre chose à suivre. En tout cas, c'est à découvrir de toute urgence. Donc on va rester sur le thème après Gracier la Bête, tous des animaux. De Morgan Green, c'est une... fallait le faire. C'est une pure découverte puisqu'un premier roman. Incroyablement addictif, un puzzle qui se met en place peu à peu sous vos yeux. Imaginez une disparition 10 ans auparavant, dans une petite ville américaine, tenue de main de maître par un homme qui dirige absolument tout, c'est-à-dire que c'est le seul employeur du coin, à peu de choses près, une fortune absolument colossale, qui dirige également le shérif, l'adjoint du shérif, voilà, la ville lui appartient. Il est monstrueux dans ses relations, c'est vraiment réussir à tout prix, c'est le pognon, et lui, son dicton, c'est de dire que de toute façon l'argent achète tout. Voilà, au moins c'est clair, c'est dit. Et ses enfants, le premier fait des études, il a 20 ans au début du livre, et le deuxième a 18 ans ou 16-17 ans, je ne sais plus exactement. Lui, c'est vraiment
un gamin qui passe pour être une sorte de modèle dans les premières pages, et c'est lui qui disparaît. Il disparaît, sachant qu'il s'est battu quelques semaines avant avec un jeune, et que ce jeune, bien sûr, c'est le coupable, on va dire, idéal, et on va savoir dès le début qu'en effet, parce que c'est lui qui l'a tué. Sauf que ce jeune, avec une amie à lui et un ami à lui, vont le tuer, mais vont pas se faire prendre. Ils vont réussir à partir de cette petite ville et aller mener leur vie très très loin de là, avec comme seule idée de ne jamais se revoir et de jamais communiquer entre eux. Pourtant, 10 ans plus tard, l'enquête qui ne s'est jamais refermée, parce que cette richissime famille veut savoir qui a tué ou pas d'ailleurs, parce qu'ils ne savent pas. C'est peut-être quelqu'un le gamin a peut-être fui, a fugué, ils ne savent pas exactement, mais veulent résoudre cette énigme. Et donc, ils ont embauché plusieurs détectives privés, et là, ils embauchent un sacré personnage qui s'est fait virer de la police, qui a des méthodes pour le moins troubles, et qui va réussir à réunir les trois, alors qu'ils vivent vraiment à des lieux complètement différents, elle va réussir à les faire revenir pour des raisons différentes, pour les faire avouer le crime, parce que le père est donc persuadé que c'est jeune. Et voilà, on revient 10 ans en arrière, et on a l'avancée de ce qui s'est passé sur place. On est ensuite, actuellement, maintenant, et c'est une alternance de cette temporalité, et qui fait monter peu à peu la pression, avec une espèce de twist à la fin. Et on est tous des animaux. En effet, on est tous des animaux. C'est vraiment prenant. Hein. C'est un bouquin alors à mettre dans les mains. C'est 3 heures de lecture environ. Mais ça se lit d'une traite. C'est pas à démarrer. Ou si vous dormez pas la nuit, allez-y. Hein, parce que là, au matin, vous avez fini le bouquin. C'est vraiment un modèle du genre au niveau construction. Ça s'appelle Tous des animaux. Et c'est chez Sonatine. C'est Morgan Green. Alors, je voulais aussi évoquer, donc, l'année dernière, nous avions parlé du lancement de la collection True Crime chez 10-18, avec donc un tome par État américain. On en est au 7e, le 8e est annoncé, si je ne m'abuse. Bon, si vous n'avez pas essayé, essayez, hein, c'est absolument génial. Moi, j'adore l'affaire Alice Cummings, je m'en suis parmi sur ça. Et donc, en collaboration avec le magazine Society. Là, 10-18 qu'on poursuit sa politique d'inédit, se met en lien avec Libération et part sur quelque chose qui ressemble effectivement au principe américain, c'est-à-dire une affaire par région. La direction l'Alsace avec la disparue donc, du cinéma. On part en 1995. On va rencontrer Roland. Roland, il bosse dans un cinéma, comme son titre l'indique. Dans un cinéma, il reçoit un appel de Carole, sa compagne. Ça y est, les contractions sont là. Direction l'hôpital, je vais accoucher. Ok, donc il prévient ses collègues. Il se dirige vers l'hôpital. Il arrive à l'hôpital et là, pas de Carole. Bon, alors il attend. Personne ne vient. Il revient chez lui. Il n'y a personne. Il va rôder dans les différents... Il s'est dit... je ne comprends pas, si ça tombe, il y avait un problème. Il est allé à la clinique, il fait appeler les hôpitaux. On ne trouve pas Carole. Et Carole a disparu alors qu'elle était censée accoucher le jour même. Et c'est parti. Incroyable histoire. Le vieux truc de la réalité qui dépasse toujours la fiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, Guillaume Thion va nous raconter cet incroyable fait divers qui s'est passé donc, à Strasbourg en 1995. Voilà. Alors, on a les mêmes qualités d'histoire que dans la série américaine. Alors, contrairement à... d'abord, il y a un truc, c'est que forcément, Strasbourg 95, c'est pas Michigan 72. Il y a un truc moins emportant, on va dire, au départ, mais l'histoire est vraiment, vraiment dingue. Et c'est vrai que si on n'a pas l'ampleur du récit, parce que ceux qui ont essayé les 10-18 américains... derrière le fait divers, il y a énormément il y a un vrai enjeu de société très souvent sur ça, ce qui n'est pas le cas là. Mais une fois encore, l'histoire est dingue. Où est passée cette femme, en fait, sur ça? Et ça va durer très longtemps. Voilà, donc si vous aimez les faits divers, c'est parti. Il y en a 2 qui viennent de sortir. La disparue du cinéma et Les suppliciés de je ne sais plus où, qui est, lui, je crois, en Bretagne. Tout ça. Et l'idée, c'est de faire le tour du territoire aussi. C'est sympa, Strasbourg en 95. Alors, une fausse vraie découverte, moi c'est une découverte, mais c'est quelqu'un qui a écrit ce livre en 1960, Evelyn Piper, que c'est flippant. Absolument flippant. Il y a un petit garçon qui va être placé parce que
son petit frère va mourir. Il était chez la nounou avec son petit frère et il va mourir et il va être placé parce qu'il dit plus rien derrière. Bien sûr, c'est un choc absolument monstrueux pour ce petit gosse et il se sent coupable. Il a un sentiment vraiment de culpabilité et il va falloir l'aide de professionnels pour essayer de le faire parler, d'essayer de faire sortir ce sentiment pour qu'il reprenne goût à la vie. Et puis, on dit que c'est bon, il peut ressortir, reprendre une vie tout à fait, entre guillemets, normale. Et donc, la vie tout à fait normale, il retourne chez la nounou. Mais il n'a pas envie d'y aller, lui, chez la nounou. Il ne veut pas manger chez la nounou, il ne veut pas dormir chez la nounou. Il n'a pas confiance en la nounou. Voilà. Vous allez découvrir qui est cette nounou, peu à peu. Franchement, ça, c'est brillant. C'est une construction, en plus, avec un petit charme désuet des années 60, avec une qualité d'écriture et avec quelque chose qui monte peu à peu par banalité, par fait ordinaire. Et puis cette nounou, je vous laisse voir. Je crois que ça a donné lieu à un film, ce bouquin. En tout cas, voilà, ça s'appelle La Nounou, c'est chez Desnoël. C'est cette belle couverture, ça paraît tout joli. Donc, retour aux États-Unis avec Ellie Cranor, Chien des Ozarks. Alors, un nom un peu bizarre et un titre qui ne l'est pas moins. Donc, c'est effectivement le grand jeu de Sonatine en ce début d'année, appuyé par notre ami Cosby. Donc, on rappelle, Cosby, Le Sang des Innocents l'année dernière, peut-être le meilleur polar de l'année. Alors, bon, il n'est pas encore là, Cranor, il n'est pas encore au niveau du dernier Cosby, mais il a déjà frappé fort. Alors, on part au fin fond des États-Unis, comme d'habitude. C'est l'Arkansas, si je ne m'abuse. On découvre un type qui est qui est un vétéran de la guerre du Vietnam, qui a un vieux papy qui élève dans une casse, comme on voit sur la couverture, sa petite fille. Sa petite fille qui, au moment où le roman commence, va être élue visiblement reine du bal. Donc tout ça est quand même 300% américain. Et en fait, on découvre qu'il élève sa petite fille vraiment tout seul, puisque son fils, le père de la petite fille, est en tôle. Il est en tôle, il a pris perpète. Et que, visiblement, la mère s'est barrée au moment où le fils a pris perpète en tôle. Et on l'a jamais revu, la mère, et c'était donc il y a très longtemps. Voilà. Et donc, cette famille recomposée se dirige benoîtement vers la fête d'école. De l'autre côté de la ville, un type vient de sortir de prison, un type charmant. Vraiment le white trash dans toute sa splendeur, néo-nazi, trafiquant de drogue, avec les mecs, enfin bon, tout est là, dans une famille qui vit au fond des bois, qui semble très très aussi... tout le monde semble assez raccord sur l'aspect un peu dégénéré des choses, et il est bien décidé à se venger. Et il est bien décidé à se venger, visiblement, il y a un rapport avec le fils de l'autre famille qui est en tôle à perpète, que ce type qui sort de tôle aurait peut-être côtoyé. Alors, on s'installe là-dessus, on se dit, ok, je vois les ficelles du truc, machin, tout ça. Vous voyez rien du tout. Voilà. C'est la force du livre, c'est-à-dire qu'on s'installe un peu peinard, et en fait, en ouvrant les deux narrations, c'est-à-dire la progression de la journée et de tout ce qui va se passer, et vous vous faites avoir, et en même temps, on va vous raconter ce qui s'est passé des années auparavant, et vous vous faites avoir, et une fois que tout converge et vous pensez avoir tout compris, vous avez une fois plus pas compris. Donc c'est absolument réjouissant, le tout dans un décor qui est un peu la routine en ce moment des polars américains, mais qui fonctionne très bien, de la ville perdue aux États-Unis. Et c'est vraiment grand roman pour commencer. La casse, c'est impressionnant également, parce qu'il a des chiens dans la casse, ça je vous laisserai découvrir. C'est un roman impressionnant, parce qu'on pense ne comprendre, on se dit tiens, de nouveau, encore et autres, et en fait on ne comprend pas, et puis peu à peu, on a la psychologie des personnages, qui sont pas ni tout blanc ni tout noir, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des failles des deux côtés. On comprend mieux pourquoi il y en a un qui va vers la drogue, que l'autre a tué également, pour quelle raison. On comprend tout cela, et c'est psychologiquement, je trouve que Cranor a fait un bon bouquin également. Il y a l'enquête, il y a le rythme, mais il y a également la psychologie des personnages qui est pas juste très simple. Lui, c'est un salaud, et puis elle est très sympa, quoi. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc un très bon roman. Alors du côté des historiques, Aslak Nord avec Piège à loup aux éditions Le Bruit du Monde. Alors Aslak Nord, on l'avait découvert il y a 3 ans avec Le Cimetière de la mer que j'avais beaucoup aimé, qui était grosso modo un roman entre le polar et une histoire de famille, une histoire de succession, avec l'étrange suicide d'une grand-mère, un testament disparu, qui était très bien. Et là, il revient avec Piège à loup. Alors Piège à loup, c'est son premier livre qui avait été
couronné du meilleur prix, alors je ne sais plus du Nord, enfin bon, le meilleur polar du Nord à l'époque, que les éditions Le Bruit du Monde n'ont pas sorti en premier. Alors, ça vaudrait la peine d'échanger avec eux pour le pourquoi. Parce que souvent, ce truc-là, on vous sort pas le premier parce que, en fait, le deuxième ou le troisième ou le quatrième sont vraiment meilleurs. On a évoqué Polixi, par exemple, chez Gallmeister. Si vous n'avez pas lu Polixi, il faut lire Polixi. Hein. C'est auteur de polar, c'est génial. Le premier est canon, le deuxième est canon, et le troisième est nul. Enfin, on dit, mais... Et en fait, le troisième, c'est le premier. En fait. Et donc, forcément, il a progressé. Oliver n'est plus dans la salle. Voilà. Mais résultat, voilà, c'est un peu confus dans le truc, et c'est souvent le cas. C'est-à-dire que souvent, quand on publie en fait le fond de catalogue d'un auteur, soit c'est parce qu'on est obligé, soit parce qu'il ne fait plus rien, etc. Ce n'est pas le cas avec Piège à loup. Piège à loup, c'est un formidable roman, alors historique, espionnage, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre deux personnages. Le premier est un Norvégien qui s'est engagé pour les nazis. Donc, au moment où on le découvre, c'est l'opération Barbarossa, donc pure scène de guerre d'ouverture. Seulement, il va découvrir une espèce de pré-camp de concentration sur le truc, une scène absolument abominable, ce qui le bouleverse totalement. Il est blessé dans la bataille qui suit, il est renvoyé chez lui, et là, en fait, sa copine qui l'a attendu pendant des années, pendant des mois, et qui était très très contre son engagement, elle a basculé dans la résistance, et lui, dégoûté de ce qu'il a vu, décide d'essayer de gagner la résistance, mais bon, on n'est pas totalement sûr du côté de la résistance que le type a vraiment changé d'opinion, parce qu'il semblait très très nazi quand même. Parallèlement à ça, on suit un haut dignitaire nazi dont la carrière est un petit peu à l'arrêt et qui est mystérieusement, bizarrement convoqué par une ex de ses connaissances qui lui demande, avec Himmler, d'aller sur une base secrète, secrète allemande. Pardon. On est au moment où commencent non pas les V1, les fameux missiles allemands, mais la suite, en fait, et la fameuse arme qui est censée donner la victoire à la Seconde Guerre mondiale à l'année. Et dans cette base, il y aurait des problèmes de résistance avec des informations qui sont exfiltrées vers les Alliés et on lui demande d'aller faire le ménage là-bas. Voilà, c'est parti. Alors, la très bonne nouvelle, si vous ne connaissez pas Aslak Nord, en fait, c'est que d'abord, ça prend son temps. Ça prend son temps parce qu'il écrit Aslak Nord, il ne fait pas un scénario. Et ça fait une vraie différence. Vous avez une vraie écriture, alors une écriture que je trouve assez 19e-iste, dans la manière dont il enrobe les choses, la manière dont il creuse la psychologie des personnages, et on va plonger. Le contexte est très dépaysant, parce que effectivement, on est dans le Grand Nord, et dans une Allemagne qui est en train de basculer vers la défaite, et les enjeux sont très très cachés. C'est un roman qui est assez touffu dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne met pas la main. On voit très vite les deux lignes, la résistance ou pas et l'infiltration ou pas de la base, mais très rapidement les personnages sont extrêmement troubles, il y a des ombres qui reviennent du passé et c'est très très réussi. Ça s'appelle donc Piège à loup de Aslak Nord. Autre roman historique, l'affaire de la rue Transnonain. Alors, on l'a mis dans le polar parce qu'il y a une enquête qui est menée, mais c'est un formidable roman historique très très bien écrit par Jérôme Chantreau qu'on avait découvert il y a quelques années en arrière, avant que naissent les forêts, je crois. Et là, ça se passe en 1834 à Paris, et il y a eu en 1834 une insurrection et une répression absolument forte menée sous la férule d'un général, Burgot, et c'est Adolphe Thiers, qui était ministre de l'Intérieur à ce moment-là, qui a donné son accord pour mener cette répression absolument sanglante dans un immeuble de la rue Transnonain. Alors la rue Transnonain, c'est vers désormais le centre Pompidou, hein, c'était une rue assez importante dans ce coin-là, et des hommes et des femmes ont été absolument tués sans aucune raison. On ne tue pas, ça a donné lieu à un magnifique dessin de Daumier, par exemple, où c'était indiqué on ne tue pas les Français dans leur sommeil, je crois, c'était ça, les gens dans leur sommeil. Et ça a créé un mouvement de fond à ce moment-là, à Paris. Et bien entendu, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur de l'époque décide d'étouffer l'affaire. Et pour l'étouffer, il faut dire que le scénario était celui qu'il souhaite voir. Et donc, il va mettre en place une enquête pour démontrer qu'on a bien fait, parce que dedans, dans cet immeuble, il y avait des insurgés. Et l'homme qui va mener l'enquête s'appelle Joseph Lutz. C'est un super enquêteur. Alors, bien sûr, on est 19e, hein, donc à l'ancienne. Hein, Dieu merci,
ben, on n'avait pas toutes les technologies actuelles, donc il va aller voisinage, il va aller en banlieue, moins proche banlieue de Paris, dans les faubourgs, pour aller mener l'enquête. Il va aller remuer des espèces de lieux glauques et sur les traces d'une jeune fille qui est arrivée à Paris, qui va être prostituée. Alors on va aller dans des lieux, alors je vous promets, c'est glauque plus. Et cette jeune femme est sûrement la clé de l'affaire. L'enquête dure assez longtemps. On va suivre donc parallèlement l'avancée de l'affaire par Joseph Lutz. On va revivre également ce qui se passait au fur et à mesure. Et on va bien entendu suivre cette jeune femme qui comprend bien qu'on la poursuit et qui va essayer de s'échapper. Moi, j'ai trouvé ce roman absolument remarquable. Alors, tout à l'heure, on parlait de cloisonner les romans ou pas. Ça va très bien en littérature, ça va très bien en roman historique et ça va très bien en polar. C'est un roman qu'on peut placer à différents endroits. Il prend le temps et c'est à noter également, c'est le deuxième titre d'une jeune maison d'édition qui s'appelle La Tribu. Et donc, c'est vraiment un plaisir de retrouver Jérôme Chantrot à ce niveau-là avec l'affaire de la rue Transnonain. Très, très bon roman. Qui est un gros coup de cœur à la librairie aussi. Et les premiers tours de lecture de nos clients sont très très bons. Effectivement, cette nouvelle maison d'édition, là, ça commence très bien. Alors, on va reprendre la direction du Grand Nord avec Karl Marlantes, le prix de la victoire chez Calman Levy. Alors, Karl Marlantes, c'est l'auteur d'un chef-d'œuvre qui s'appelle Retour à Matterhorn, qui est un des plus grands romans écrits sur la guerre du Vietnam, extraordinaire. Bon. Voilà, depuis, il fait des romans mi-polar, mi-historiques en fonction. Celui-ci est à un truc. Donc, on oublie Matterhorn, qui était vraiment un monstre à sa manière. Et là, on vient sur l'histoire de deux Américains, un couple, qui arrive en 1946 en Finlande. Alors, la Finlande, c'est une histoire un peu compliquée. Ils ont été attaqués par la Russie. Ils sont très, 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 très bien défendus. Ça nous rappelle un truc. Et puis, au bout d'un moment, quand l'échiquier s'est retourné, ils se sont alliés avec l'Allemagne pour repousser un peu plus encore l'Union soviétique. Et forcément, quand l'Union soviétique est revenue de l'autre côté, ils ont payé un peu cher. Et au moment où le roman commence, on est donc en 1946. Une partie du territoire a été annexée par l'Union soviétique, et pas la plus mauvaise forcément. Et le pays essaye de retrouver un semblant de vie. C'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Et les deux Américains, ils sont mari et femme. Lui, c'est un héros de la Seconde Guerre mondiale. Elle, c'est une Américaine pur jus, sympa, les deux pieds dans la terre, et en même temps, une vision du monde un petit peu restreinte. Sur ça, arrive là-bas. Alors, il n'y a pas d'ambassade. Les Américains sont aux alentours. Alors, les Américains sont un peu emmerdés parce que, en fait, ils ont appuyé l'Union soviétique pour balayer les nazis et les Finlandais. Et là, forcément, ils aimeraient bien foutre un pied en Finlande, mais ils ne sont pas hyper bienvenus, en fait. Et au moment où le roman commence, ce couple est invité à une soirée du 31 décembre à l'ambassade de France, forcément, où tout est chic, tout est voilà. Et ils rencontrent un couple de soviétiques qui est un peu leur miroir. Elle et lui. Alors elle, c'est Natalia. C'est une jolie femme, une russe, avec énormément d'élégance, une grande tenue. Et lui, c'est un héros de la guerre. Et en fait, les deux, l'américain et le soviétique, se reconnaissent au moment de la jonction des deux armées quelques mois auparavant, pardon. Ils se sont rencontrés. Ça avait été une grosse fête. Ils s'étaient foutus sur la, voilà, ils avaient picolé comme des trous. Ils s'étaient échangés. L'américain a donné sa montre aux soviétiques. Machin. Bon, bref, ils étaient copains comme cochons. Et là, les deux retombent dans les bras l'un de l'autre et commencent à picoler joyeusement, pendant que les deux femmes essaye un peu de discuter, sur un anglais un peu approximatif de l'une, l'autre parle un peu français, mais pas l'américaine, enfin bon, sur ça. Et ce qui arrive, c'est qu'à la fin de la soirée, sous comme des cochons, tombe le fameux chiche, qui tombe souvent quand deux hommes sont sous comme des cochons, et donc le premier dit à l'autre, chiche, on va faire une course de ski, et chiche, celui qui gagne, il le gagne pour son pays, parce que les Américains sont meilleurs que les Soviétiques. L'autre dit exactement la même chose de l'autre côté, bien évidemment, les femmes sont catastrophées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on commence comme ça. Et alors, ce roman va dérouler sur, l'espionnage. On est dans un endroit où tout le monde se méfie de tout le monde. On va suivre notamment cette femme, cette Américaine, qui est absolument délicieuse, et qui va apprendre, parfois à ses dépens, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, comment évoluer, etc. Et qui va essayer de faire quelque chose de ça, d'être là. Elle est là, elle ne veut pas être une potiche. Voilà. Alors,
elle crée des liens avec cette soviétique, mais jusqu'à quel point elle peut créer des liens avec une soviétique? Est-ce que la soviétique est sympa ou est-ce qu'elle joue à être sympa? Bon, et pendant ce temps-là, les deux types se font la course. Et donc vous avez un grand roman d'aventure, vous avez un roman d'espionnage, les personnages sont tous hyper bien dessinés, les deux femmes sont magnifiques, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de grand roman, et le contexte ce contexte finlandais est très très réussi. Donc voilà, c'est à mon avis ce qu'il a fait de mieux depuis Matterhorn, c'est la plongée dans un pays qui est totalement dévasté et dans lequel soudain on arrive et qu'on essaye peut-être à sa manière un peu brusque de relever. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, on se laisse déborder par cette passion qu'on a des livres et de vous les présenter. Donc on va accélérer, on ne va pas finir la liste probablement. Il nous reste moins de 10 minutes. Je vais donc évoquer très rapidement Nul ennemi comme un frère et rares ceux qui échappèrent à la guerre. C'est le nouveau projet de Frédéric Paulin. C'est chez Agoulo. C'est un projet très très ambitieux. Je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Paulin, mais c'est incroyable quand il s'empare d'un projet. Il bosse comme un dingue et ça sent pas la sueur. Parce que c'est d'une fluidité et c'est ça le côté extraordinaire. Premier tome se passe à Beyrouth 75. Le début, on était sur une cocotte minute. Il y a un drame et ça attendait que ça pour exploser. Le deuxième, c'est les années Mitterrand. On va se retrouver un peu plus et Beyrouth et en France. Et ça va être les relations entre les deux pays. Et puis on va avoir toute l'arrière-cuisine de la politique française et des relations avec le Liban. J'en dis pas plus sur ces deux titres. Pareil, c'est un roman à mettre aussi en roman historique. C'est vraiment impressionnant comme il arrive à faire comprendre, ou en tout cas on comprend sur le moment, on oublie très rapidement malheureusement après, parce que c'est d'une complexité rare, ce qui a pu se passer au Liban, dans ce magnifique pays. Et il en fait également un polar, parce qu'il y a vraiment cette trame avec la politique derrière, avec des espèces de magouilles, avec des espèces d'énigmes qui sont toujours pas résolues actuellement. C'est très fort, hein. Vraiment très fort. Et les livres sont absolument magnifiques. Et je crois que l'exergue du livre, c'est si vous avez compris quelque chose du Liban, c'est que vous n'avez rien compris. Est-ce que illustre assez bien le livre d'ailleurs? Je pense. Très vite, alors c'était juste pour... on parlait tout à l'heure de la force des formats poche ou semi-poche, pour vous dire que la manufacture de livres sort La Manuf, qui est une petite collection, avec un premier livre qui s'appelle La Petite Fasciste de Jérôme Leroy. La Petite Fasciste, c'est une jeune femme qui est fasciste de père en fille, très... C'est impressionnant, donc il a infiltré un petit peu ses réseaux et il en tire un roman pareil, à vocation également politique, puisqu'elle va rencontrer un homme politique qui voudrait être réélu à son poste. Bien sûr, tout cela est relativement glauque. Je vous en dis pas plus, ça se lit très vite. Le but de la manuf de cette petite collection, c'est de parler de faits actuels, assez sociétal, et des lectures assez rapides quand même. Et le second... Commandant Solane, aux éditions Héloïse d'Ormesson, d'un auteur belge, Jérémy Claes, qui possède une autre qualité, il est caviste. Hein, je trouve que c'est une qualité. Donc on parle un petit peu de vin d'ailleurs, parce qu'il fait des choix de vin. Et Commandant Solane, on l'avait déjà rencontré dans le premier, L'Horloger. Formidable L'Horloger. Il vient de sortir en poche, c'était canon. Ouais, c'est pour ça que j'ai marqué une pause, parce que... et là, c'est également un moment très politique, il s'amuse. On va parler du RN, on va parler de l'immigration, on va parler des immigrés, on va parler d'un homme russe qui finance tout cela, de la mafia russe. C'est très impertinent, c'est très caricatural, quoique. C'est très ancré dans le temps, c'est des scènes absolument hilarantes. Faut découvrir la présidente de ce parti. On ne fait pas du tout de lien avec des personnes existantes, hein, qui répond à des questions d'un journaliste à un JT de 20 heures. C'est très très drôle, vraiment très très drôle. On passe, voilà, il y a des incohérences peut-être, mais n'empêche que ça se lit très bien, ça va au fond des choses. Et ce commandant Solane finit avec sa bande d'irréductibles dans le village de Gourdon, avec une description du village de Gourdon. Voilà, c'est de nouveau, alors c'est Héloïse d'Ormesson lâche parfois la bride complètement à ses auteurs. Là, c'est le cas avec Jérémy Claes. Il s'est amusé, hein, mais le lecteur également, mais pas que. Et ce qui est amusant, c'est qu'il rattache une mythologie
qu'on pense tendre plutôt vers la droite, hein, la mythologie un peu gouaille, Audiard et compagnie, sur ça, mais il rattache ça à l'autre côté, et ce qui est quand même effectivement extrêmement rafraîchissant. Alors, dans les inclassables, et on va, je pense, finir, parce qu'il est déjà moins le cas avec ça, Rachel Kushner, Le lac de la création, aux éditions Stock, formidable auteur américaine, autrice américaine. On part en France, c'est l'histoire d'une jeune femme, la narratrice du récit, qui a travaillé pour le FBI. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais visiblement ça s'est pas bien fini, et qui est chargé par on ne sait qui d'infiltrer un groupe d'écologistes dans le sud-ouest de la France qui vit au fin fond de la campagne. Voilà, c'est le point de départ, et c'est elle qui raconte l'affaire. Alors pour infiltrer, il y a deux choses. D'abord, il faut la séduire, et de l'autre côté, elle enquête sur les tenants et les aboutissants de ce groupe, et notamment les écrits du chef. Et le chef, c'est un type qui vit au fin fond de la grotte parce qu'il veut expérimenter le noir absolu, et qui est persuadé que en fait, la forme la plus développée de l'être humain n'est pas l'Homo sapiens, mais l'homme de Néandertal. Et il développe sa théorie. Donc on commence comme ça, c'est un petit peu étonnant, et on s'enfonce là-dessus. Alors elle va respecter tous les codes du roman d'espionnage, c'est-à-dire l'infiltration, la séduction, de ce truc effectivement écologiste qui n'a pas l'air quand même très dangereux. Hein. Très vite on se pose des questions là-dessus. Et en même temps, on va revenir sur ce qu'elle faisait, les infiltrations qu'elle faisait au FBI. Et en même temps, c'est le portrait d'une jeune femme qui grandit et qui a notamment un rapport au corps extrêmement particulier, un rapport au monde extrêmement particulier. Et puis en même temps, c'est un roman assez drôle sur la vision américaine de la France. Hein. La ville de Marseille prend quand même assez cher. Et voilà. Donc voilà, c'est vraiment un inclassable. C'est un mélange de tout ça. Vous ne savez pas où le mettre, si ce n'est dans les bons livres. Faut qu'on arrête peut-être, ou je sais pas. Au niveau temps, on a encore combien de temps? Villa, je vous la fais courte. Il y a une équipe également il y a le majordome, et puis il y a différentes personnes, 3 autres personnes pour gérer le château. Ils sont très très bien décrits, ils sont très drôles également. Le majordome se prend vraiment pour le responsable de l'ensemble. C'est très désuet, voilà, c'est très très chouette. Et puis il y a un enfant qui est malheureusement aveugle, ce petit garçon, et une jeune femme qui va venir donner des cours à cet enfant, une jeune femme française qui va débarquer. Et les uns et les autres sont pris en fait il y a des bizarreries. Ils entendent du bruit, ils voient des choses bouger, ils voient les tableaux en bas de l'escalier bouger. Mais bien entendu, ils ne veulent pas en parler aux autres, parce qu'on ne va pas parler de ces troubles et de cette possibilité de fantôme, parce qu'on a un peu honte quand même. Donc personne ne dit rien. Jusqu'au moment où il se passe des événements beaucoup plus considérables, avec un lustre par exemple qui tombe en plein milieu d'une réunion littéraire organisée par la responsable la femme de cette maison, la propriétaire. Voilà. En fait, c'est tout simplement, on vous emmène sur le chemin des fantômes, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. On passe un excellent moment avec des scènes très très bien décrites. J'en ai une en particulier qui me revient avec, si vous le lisez ou si vous l'avez lu, ça vous reviendra, avec des fleurs qui sont au pied d'une voiture. Voilà, et on ne sait plus où on en est en fait. Le lecteur ne sait plus où il en est. À la fin, je ne vais pas dire que vous croyez aux fantômes, mais vous avez lu quelque chose d'inclassable. En effet, c'est très bon. Ça a donné vraiment, alors au plaisir. Hein, c'est un livre à conseiller très facilement. Si on vous demande des littératures ou des livres assez distrayants, là, c'est vraiment le cas. Donc, ça s'appelle je ne sais même plus le titre. À l'ombre de Winnicott. Il me semblait bien qu'il y avait, mais j'ai la vue qui baisse. Et alors, dans un enchaînement assez logique, l'énigme de Turnglass de Gareth Rubin chez 18. Alors attention, ce sont les inédits 18 et ce sont les grands formats. Alors si vous avez peut-être déjà vu ce livre qui est sorti en fin d'année dernière et qui est un livre en fait qui se lit tête bêche. C'est-à-dire que la couverture que vous avez là, c'est une possibilité, vous pouvez le lire comme ça. Mais si vous retournez le livre, il y a une autre couverture et vous pouvez commencer le livre de l'autre côté. C'est comme ça qu'il a été vendu, effectivement, avec un côté gigogne. Alors, c'est expliqué au début, c'était un truc qui a été à la mode à une certaine époque, notamment parce que ça permettait d'avoir, effectivement, en écrivant au dos des pages, d'avoir plus de texte. Enfin bon. Merci de me le dire, parce que je l'ai renvoyé, je crois qu'il y avait un problème de fabrication. Donc voilà, voilà, alors moi j'ai pris le premier côté, celui qui se présente là, donc on part en 1881, on part en Angleterre, on découvre un jeune médecin qui s'appelle Siméon, et Siméon il fait des recherches sur les maladies, et Siméon il a besoin d'argent, et ce qu'il n'a pas. Et c'est à ce moment-là que son père lui dit, écoute,
ton grand cousin, ça va pas du tout. Va là-bas, essaye de le soigner parce que vraiment ça va pas. Et il paye bien. Bon, il connaît pas du tout le type. Il va là-bas et là-bas, c'est vraiment là-bas. C'est-à-dire qu'on est sur le fin fond de la côte anglaise. Le grand cousin habite sur une île qui est reliée par une vieille langue de terre qui forcément disparaît quand la marée monte. Sur l'île, il n'y a que la baraque du grand cousin. Donc bon, tout ça est quand même fort mystérieux. Il arrive avec la lanterne, il y a du brouillard, ça y est, on est parti, c'est gothique, c'est super. Et il arrive dans cette grande maison avec deux vieux serviteurs. Et là, il voit son grand cousin qui est un curé qui est effectivement visiblement connu des jours meilleurs et qui est dans une très grande pièce dans le noir en train de tousser là sur le truc. Donc il vient le voir, il se présente, il dit bah voilà, vous êtes mon grand cousin, ah, c'est gentil de venir, machin. Ça. Il commence à l'examiner, il se rend compte que c'est quand même effectivement très grave sur ça, et il entend du bruit dans la pièce. Donc c'est une énorme pièce avec une immense bibliothèque plongée dans le noir. Et il dit bah vous avez un chien? Il dit bah non, pourquoi? Il dit bah il y a du bruit là. Il dit oh non, vous faites des idées, voilà. Il entend le bruit, il dit bah qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il prend la lanterne et il se dirige vers le fond de la pièce. Et là, il bute sur une paroi de verre. Bon. Et il regarde. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Et derrière la paroi de verre, enfermée dans la cage, il y a une femme. Il dit, bah, c'est quoi l'histoire? Et son grand cousin dit, ah, t'es pas au courant? Il dit, bah, non. Bah, il dit, c'est la femme de mon frère, en fait. Il dit, et donc, voilà. On commence l'histoire comme ça. Donc, voilà, on retourne le livre, on part aux États-Unis, on part en 1935, si je me souviens bien, on part à Los Angeles, donc contraste. Hein. On va suivre un jeune type qui est apprenti comédien et qui un jour rencontre un écrivain, un type de son âge qui organise des grandes fêtes, une espèce de Gatsby. Alors voilà, hein, c'est LA, c'est le cinéma, la plage, le soleil, les grandes fêtes. Et ils deviennent amis sur ça. Et ce type donc écrit visiblement des romans. Il déteste un peu son milieu de Richard, ça, mais bon, ça lui permet d'écrire un peu sa vie. Et ce type habite au bord de l'eau, dans une grande maison en verre. Voilà. Donc vous avez les deux côtés, et bien évidemment, il y a un lien, et bien évidemment, ça se replie l'un sur l'autre. Alors, l'éditeur vous dit, on peut le lire des deux côtés, c'est vrai. Les deux histoires peuvent s'entamer des deux côtés. Bon, moi, je trouve qu'il y a plus de plaisir à lire en commençant par le côté que vous avez là, c'est-à-dire en commençant par l'Angleterre en 1881. Non pas parce que vous n'avez pas la même résolution, parce que forcément, il y a un twist qui fonctionne des deux côtés, mais parce que je trouve que par rapport à ce que ça dit, ça frappe plus fort si vous commencez par le côté anglais. Alors, ça a tout pour être un objet. Hein. Le livre est très joli, ce côté tête bêche, mais c'est d'abord un bon livre. C'est-à-dire que c'est pas violent, c'est juste que c'est une vraie énigme. Le titre, c'est ça, l'énigme de Turnglass. Et c'est une vraie énigme, il y a quelque chose d'extrêmement ludique dans la manière dont vous plongez dans la première histoire, en essayant d'analyser tous les événements, et dans la manière où, quand vous plongez dans la deuxième, vous essayez de trouver tout ce qui peut faire écho à l'histoire du premier, tout ce qui peut vous amener à comprendre le pourquoi du tête-bêche. Voilà, je ne sais pas si Rubin fera d'autres livres, mais en tout cas, celui-là est très, très divertissant. Ouais, écoutez, nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup. Regardez bien aussi en médiathèque et bibliothèque, parce qu'il paraît qu'il y a des fantômes aussi. Et puis surtout, bonne lecture à tous et bon qu'il y ait du polar.